travail de thèse en 37 minutes. C'est un temps raisonnable pour la présentation de thèse. Donc on va procéder maintenant aux questions de jury qui ont eu le temps un petit peu de lire votre thèse. On commence par le rapporteur. On a avec nous le professeur Sarah Pierre. On vous remercie pour le déplacement et pour avoir bien lu la thèse et puis déjà son rapport. Madame Vanessa Ferro, vous avez la parole. D'accord. Très bien. J'espère. Voilà. Ok. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bien sûr. Je vais les garder comme ça. Bonjour. Merci de votre présentation très dynamique. Pour la quantité d'informations que vous nous avez données, vraiment, ça a été très, très, très rapide. Je remercie premièrement votre directeur de thèse de m'avoir invité. C'est la première fois que je viens à Casablanca et voilà, c'est avec un grand plaisir. C'est toujours l'occasion pour apprendre. Parce que voilà, quand on termine une thèse, on était spécialiste de sa thématique. Donc voilà, je viens surtout à apprendre. Et après avoir donné mes remerciements, je voudrais aussi vous prier de m'en excuser parce que peut-être si on fait la thèse dans l'après-midi, c'est à cause de moi. Donc voilà, vous voulez bien m'en excuser pour ça. Les sujets de production de charbon actif à partir des noyaux d'olive ou des sous-produits de l'industrie de production de l'huile d'olive, ce sujet est assez ancien. Je me rappelle qu'on a eu des thèses en Espagne, en Italie, en Grèce depuis de longues années. Je vois que ça continue et qu'il y a toujours intérêt et que tous les problèmes ne sont pas résolus. Le sujet doit être bien compliqué. Votre manuscrit, il est bien écrit. Et j'ai trouvé néanmoins quelques erreurs. Mais je suis très je suis très exigeante pour ça. Par exemple, j'ai vu à plusieurs occasions kilojoule avec le K en majuscule. Et je l'ai vu aussi dans votre présentation. Par exemple, dans les slides 47, ce n'est pas nécessaire. Et kilojoule, K était en majuscule. Dans votre manuscrit, joule, parfois, c'est en minuscule. Vous mélangez des degrés Celsius et des degrés Kelvin. Ça, on devrait homogénéiser. Oui, on doit garder un certain parallélisme. Et si vous commencez avec Celsius, vous continuez avec Celsius. Ici, il y a beaucoup de calculs de thermodynamique. On emploie les Kelvin, évidemment. Donc, si on a choisi les Kelvin, on continue avec les Kelvin pendant tous les manuscrits. Après, il y a des erreurs aussi dans les figures. Par exemple, dans la page 155, vous avez des axes qui sont totalement illisibles. Donc, le manuscrit de thèse a pour vocation de rester dans la bibliothèque et servir à d'autres étudiants. 155. C'est l'évolution des courbes d'analyse thermique. On ne voit pas. Donc ça doit être corrigé. Et j'imagine que ce n'est pas le seul cas. Par exemple, dans tous les isothermes, et j'ai d'autres dans la page 157, de la même manière, on ne voit pas si le volume absorbé c'est rapporté en centimètres cubes par gramme ou en millimol par gramme. Bon, je l'ai vu parce que dans le PDF, j'ai dû inventer. Mais vous devrez... Millimol par gramme, oui. Oui, en millimol par gramme, effectivement. Mais là, on a du mal à le voir. Donc ça, vous voyez, en X, on voit très bien. En Y, on devrait pouvoir le voir également bien.
Voilà. Donc, des petites erreurs, je suis sûre que mes collègues pourront vous dire d'autres. Je vais continuer avec la caractérisation texturale que Tiane spécialement. J'aime beaucoup. Et là, vous avez fait de l'absorption d'azote, d'accord? Et vous avez des charbons qui sont très microporeux. Ils sont une RBET et pas surface BET. C'est une RBET. Ça, il faudrait aussi les corriger. Lorsqu'on parle de la méthode BET, il va... Et c'est l'air, c'est pas la surface. Parce que la méthode BET a ses limitations. Et spécialement pour les microporeux, comme c'est votre cas. Et donc, pour les microporeux, justement, vous avez commencé des isothermes d'absorption à quelle pression relative? De toute façon, on va dire la même. On a envoyé juste les échantillons. Oh oui, mais maintenant c'est dans votre manuscrit. Ça, c'est grave. Donc, vous avez dû commencer votre absorption à 5 par 10 puissance moins 2. À ces pressions relatives-là, vous avez rempli tous vos micropores. Donc, vous n'avez aucune information de la microporosité. Et peut-être vous aurez même du mal à calculer le volume des micropores par Dominique Raduskevich. Comment est-ce que vous avez calculé le volume des micropores? Le volume des micropores, ils nous ont donné, on a envoyé des échantillons à la Turquie pour faire l'analyse. Ils nous ont donné un Excel qui contient toutes les informations. D'accord. Donc ils ont... Sur les, C'est très calculé, moi j'ai rien calculé, c'est eux qui ont calculé. Sur les faits, je peux être d'accord, mais maintenant vous êtes un chercheur. Je vous l'ai dit ça, c'est de la critique constructive. Ne voyez pas, voilà, c'est de la critique constructive. Vous êtes un chercheur, quand vous mettez quelque chose, soit dans un manuscrit, soit dans un article, vous devez être sûr de ce que vous mettez et pouvoir l'expliquer. D'accord? Alors, je ne sais pas comment ça a été calculé ce volume de micropores, probablement par la méthode NLDFT, probablement. C'est une méthode DFT, exactement. D'accord. Donc, une autre chose, c'est ces surfaces BET que vous donnez, ou RBET, je vais parler aussi RBET, que vous donnez avec 2 chiffres décimales. Vous croyez qu'on peut donner une surface ou une aire mesurée par absorption d'azote? Vous croyez qu'on peut la donner avec 2 chiffres décimales? Non. Voilà. C'est ça que je vous reproche. Pour moi, j'ai copié juste les valeurs exactement du PDF qu'ils m'ont envoyé. C'est pourquoi j'ai dit que de toute façon, il y avait une erreur, etc. Mais peut-être que la marge du manuscrit n'est pas d'accord. Bon, vous pourriez tout simplement éliminer les chiffres décimales déjà de l'RBET ou de la surface de l'armure. Parce que même quand on trouve 1427, on écrit 1430. Et vous m'avez écrit 1427,93. On ne peut pas faire ça. L'absorption d'azote ne donne pas cette précision. D'accord? Très bien. Et puis, vous avez une surface microporeuse et une surface externe. Vous savez comment vous avez calculé la surface externe? Peut-être que oui, peut-être que la surface externe égale la surface spécifique moins la surface des micropores. C'est une différence entre les deux surfaces. Dans la majorité, c'est... Très bien. Donc ça devrait être aussi dans votre expérimental. Comment vous avez calculé tous ces paramètres? D'accord? Oui. Bien. Donc, bon, vous avez des isothermes avec pour des matériaux en page 128 qui ont, par exemple, pour ces charbons à 500 degrés,
500, oui, 127. Ce qui se passe, c'est là, vous avez une porosité très peu développée. C'était à partir des margines. Ok. Et vous l'avez fait seulement par absorption d'azote. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait utiliser un autre gaz pour calculer, pour déterminer une distribution des pores plus adéquate? Est-ce que vous croyez que l'azote, c'est le meilleur gaz? Racontez-moi un peu. Très bien. Ok. Et vous savez pourquoi? À partir du modèle de Langmuir, on effectue l'absorption, on suit l'évolution de la capacité d'absorption en fonction de la pression de la chute. On détermine à partir de la taille de la molécule, soit CO2, soit H. Ça, c'est pour la théorie de l'absorption. Mais pourquoi le CO2, ça nous permet de sonder des pores qu'on ne peut pas sonder avec l'azote? Peut-être que le CO2 a plus d'affinité pour les matériaux carbonés par rapport à la coque. Oui, bon, peut-être parce que les moments quadripolaires est plus grand, mais c'est pas pour ça. C'est vrai que lorsque vous avez des hétéroatomes sur la surface, ils s'interagissent plus avec le CO2 qu'avec l'azote. Mais pourquoi avec le CO2, on peut sonder les très petits pores? La taille du CO2 inférieure à la... Non, la taille c'est la même, voire un peu plus grand. À quelle température vous faites l'absorption de CO2? Je l'ai fait à plusieurs températures, pour 25, 35 et 50. Non, pour la caractérisation texturale, à quel... Du bleu, c'est moins 77 kg. Moins 77, c'est pour l'absorption de l'azote. Mais si on veut faire l'absorption du CO2, à quelle température on l'a fait? Oui. Oui, quoi? Parce que l'azote, je pense qu'il se liquéfie vers... bien la liquéfication de l'azote nécessite... Oui, on fait l'absorption de l'azote à la température de liquéfaction. D'accord. Mais pour le CO2, à quelle température on fait l'absorption de CO2 pour la caractérisation texturale d'un carbone? 0 degré C. Oui. D'accord. Donc, sachant que les diamètres des molécules, sachant que les diamètres des molécules sont similaires, qu'est-ce qui explique que le CO2 arrive aux pores les plus petits? C'est une question d'affinité. Non. Quelle est la différence principale? Vous me l'avez dit. C'est la température. Oui, c'est la température. D'accord? L'absorption, on travaille à l'équilibre. Oui, c'est... Donc, il faut un temps pour que les molécules entrent dans la porosité. Ça se fait par des collisions avec la surface. Et à des températures plus élevées, la diffusion est plus rapide. Donc, on pourrait accéder au même diamètre des pores avec l'azote. Mais ce qui se fait avec le CO2 en une journée, pour l'azote, vous aurez besoin de peut-être 3 semaines. D'accord? Donc, c'est pour ça que le CO2 est très intéressant. Et c'est pour ça qu'une étude de vos matériaux avec CO2 et de l'azote aurait été très intéressante. J'ai fait le CO2, mais je n'ai pas fait l'azote d'une manière approfondie. Pour le CO2, j'ai fait une étude approfondie sur les différents matériaux développés dans cette étude. Mais je ne vais pas l'ajouter dans une manuscrit. D'accord. D'accord. Ok. Lorsque vous avez présenté la composition des margines dans votre présentation, vous nous avez dit que la quantité d'eau variait. Là, quand vous étiez en train de nous parler de la composition de vos margines, il y avait un intervalle, c'était des premières.
Voilà, très bien. C'est celle-là. Vous savez, voilà, en général, dans votre manuscrit comme dans votre présentation, je crois que vous utilisez beaucoup trop de chiffres décimales. Hein? Si vous me dites entre 45 13, et à l'oral vous l'avez bien dit, vous avez dit entre 45 et 87, j'aurais dit entre 45 et 90. J'ai dit jusqu'à 56. Mais ça, c'est une variation tellement énorme que vous pouvez rester seulement avec les nombres entiers. Hein? Ça se présente ici, mais dans vos coefficients de détermination, parfois vous les donnez avec 3, 4 chiffres. Vous n'avez pas cette précision dans vos absorptions. Vous ne pouvez pas avoir, déjà pour les absorptions données avec 2 chiffres décimales, ça me paraît énorme. Quelle erreur vous avez dans chaque point? Ça peut être 10% peut-être. Donc ça ne vous permet pas de donner avec cette précision-là. D'accord? S'il vous plaît, les comptes. Juste pour expliquer ici nous avons fait plusieurs tests. Dans le test, nous avons déterminé la moyenne, l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, on l'a présenté ici. Avec que toutes les valeurs ont été comprises entre 46,61 et 56,12. Mais vous avez raison parce qu'on ne va pas ajouter deux chiffres après la moyenne. Oui, parce que même si... L'intervalle de confiance, ce n'est pas une valeur exacte, c'est un intervalle. C'est ça, et comment la biomasse est très variée et que vous avez aussi les erreurs propres à l'analyse, on ne peut pas être si précis que ça. D'accord. Bon, ça c'est une observation. Après, dans le slide 8, puisque vous êtes là, vous nous avez présenté des images par microscopie de balayage, par SEM donc. Et vous nous avez dit qu'on pouvait voir bien la porosité. Quels pores sont les pores qui donnent la surface? Est-ce que vous pouvez me donner la taille des pores qui donnent la surface spécifique? Les micropores. Les micropores, qui sont les pores inférieurs à 4, je pense. Non, plutôt 2. 2 nanomètres. Quelle est l'échelle que vous avez là? C'est tout à l'heure. C'est 300 micromètres. 250 parce qu'elles ont... Non, ça c'est les augmentations. D'accord. Donc 300 micromètres. Oui, 300. En porosité, on parle de nanomètres. En 10 puissance moins 9. Là, vous êtes à une échelle de micromètres. Donc 10 puissance moins 6. On parle de notre échelle. Là, ce n'est pas de la porosité, ça c'est de la morphologie. Oui. D'accord? Donc à partir d'une photo, vous ne pouvez rien dire de la texture. D'accord? J'ai essayé juste ici de faire la différence entre le charbon ordinateur et le charbon ordinateur énergie pour voir qui est le plus pauvre. Oui, mais plus poreux, vous ne pouvez pas dire à partir d'une photo. C'est ça que je vous dis, c'est tout. Hein? On est en train de travailler à une autre échelle. Ok. Après, je vais passer à l'activation avec du phosphorique. C'est le slide 14. Ok, 14, c'est la 11. Vous me couperez parce que quand c'est... Je peux pas, mais si. Non, vous me dites. Je voulais pas vous arrêter. Mais tant que c'est intéressant, je voulais pas vous arrêter. Ici. 14, c'est pas l'imprimé, c'est pas l'activation. Mais vous savez imprégner avec de l'acide phosphorique ou pas? C'est de l'acide phosphorique et là. Il s'agit d'une imprégnation plus que l'activation, parce que l'activation se fait généralement à haute température. Non, pas avec l'acide phosphorique. L'acide phosphorique s'utilise pour ne pas monter justement à haute température. D'accord? Ça, vous l'avez fait dans quelle atmosphère? Atmosphère inerte. Inerte. D'accord.
Donc, l'acide phosphorique, il va se dégrader. Lorsque vous avez fait la CSO-là, qu'est-ce que vous nous avez dit? Vous nous avez dit, les premières choses, c'est de l'humidité. C'est l'humidité ici. Les Et ici, c'est l'oxydation du carbone en CO2 et la dégradation des impuretés. Voilà, quelles sont ces impuretés? Quelle impureté? On l'a entendu, impureté. Les impuretés, c'est la cellulose, la glucinose, etc. Il y a des impuretés qui ne sont pas carbonisées lors du processus de carbonisation et leur valeur est minime, inférieure à 6%. Bon, peut-être on n'est pas d'accord avec ça, parce que lorsque vous mettez de l'acide phosphorique dans une biomasse, vous allez faire de la déshydratation. Vous allez intégrer votre acide phosphorique dans votre biomasse. D'accord? Donc, cellulose et hémicellulose, c'est vrai qu'ils sont moins de rendement à carbone, mais ils sont un rendement à carbone. Ils ne sont pas en aucun cas une impureté. Le problème, c'est que dans mon charbon actif, il y a les parois. Alors, Les parois. oui, c'est-à-dire la surface. Il y a la texture interne. Oui, dans tous les charbons, il y a de la structure interne. C'est pour ça qu'on a de la surface. Les impuretés liées à la structure interne et non pas à la surface. Parce que le contact d'acide phosphorique avec les composites ou bien les matériaux carboniques que j'ai développés, bien que nous avons développé, est un contact sur la surface et pas un contact interne. J'espère que vous m'avez compris. Je vous ai écouté. Je peux ne pas être d'accord parce que là, vous avez d'autres choses. Déjà, vous avez mis de l'acide phosphorique qui a réagi. Et vous avez aussi un excès d'acide phosphorique qui va se dégrader en superphosphorique, en pyrophosphorique et finalement en P2O5 qui protège votre surface et qui se dégrade entre 600 et 630. Voilà pourquoi vous avez ces eaux-là. D'accord? Donc il y a beaucoup de choses. Mais tout ça, c'est déjà reporté. Et c'est dans la littérature. Et ce qui m'a manqué, c'est plus de discussions. Vous voyez? Vous nous avez présenté énormément de données. Mais ces données, j'aurais préféré avoir une seule partie, mais expliquer très calmement et discuter. Parce que j'ai eu l'impression d'avoir eu un catalogue vraiment des méthodes de caractérisation. Vous étiez pressé de nous expliquer tout, mais il n'y avait pas les raisons. Vous disiez ça monte, ça descend. Il y a des sites actifs, il y a de la surface. Mais on n'a pas vu, par exemple, une figure qui fait une corrélation entre la capacité d'absorption et la surface. Ou entre la capacité d'absorption et ces sites actifs qui apparaissent tous les temps. Mais quand vous parlez de sites actifs, c'est quoi les sites actifs? Vous le savez. De quel site actif vous parlez? Je parle des fonctions de surface qui sont responsables des interactions entre les substrats et la surface. Donc des interactions spécifiques. Et comment vous avez caractérisé ces fonctions de surface? Juste par l'EDX qui permet d'analyser les éléments sur la surface. Mais l'EDX, Spectroscopie infrarouge. oui, mais l'EDX va vous montrer les éléments que vous avez sur la surface. Mais il ne nous montre Composition de surface. oui, plus ou moins localement. C'est ça l'inconvénient de la microscopie. Mais vous n'avez pas une quantification. On n'a pas accès à plusieurs techniques d'analyse. Non, je comprends. Ils sont limités, c'est pourquoi on a fait juste avec ce qu'on a. Oui, je comprends. Mais vous voyez, quand vous parlez de sites actifs, pour moi, un site actif, ça peut être une interaction spécifique avec des groupes fonctionnant sur la surface, mais ça pourrait être ici aussi une interaction par le fait qu'il y a des micropores. D'accord? Donc voilà, il m'aurait manqué un peu plus de discussion et un peu plus de comparaison avec la littérature.
Bon, je vais passer peut-être au composite et là je terminerai. Il me restait encore une question importante. J'ai un chronomètre ici. Lorsque vous faites ces composites avec de l'aluminium et avec du calcium, et quelles liaisons sont celles qui s'établissent avec l'aluminium et le calcium et la surface? Parce que vous nous faites après une photo, vous caractérisez par SEM et DX, vous me dites que les éléments sont là, mais est-ce qu'après avoir fait l'imprégnation, est-ce que vous avez essayé de les laver? C'est-à-dire, est-ce que ces éléments sont toujours là ou ils partent? Quelle interaction se fait entre l'aluminium et votre carbone? Pourquoi nous avons choisi l'aluminium et les oxydations? Non, je veux dire, l'aluminium là, c'est de l'échange ionique, il reste fixé, ou vous faites l'imprégnation, vous l'analysez, mais si après imprégnation, vous le laissez dans l'eau, est-ce que cet aluminium là, il ne partirait pas? Non, après absorption. Oui, après imprégnation de Nous l'aluminium. avons confirmé les résultats par des tests de réutilisation et presque nous avons trouvé les mêmes capacités d'absorption. Il y a une petite diminution, mais c'est négligeable. D'accord. Et nous avons estimé presque que nos matériaux ils peuvent être utilisés d'une manière répétée jusqu'à 25 ans. D'accord. Bon, je vais terminer par l'introduction. Vous dites que la méthode hydrothermale, décarbonisation hydrothermale, HTC, effectivement, elle n'est pas si bonne que la pyrolyse flash, qu'énergétiquement, elle est moins vertueuse, on va dire. Expliquez-moi pourquoi. Est-ce que vous avez fait des calculs pour conclure que, oui? L'HTC, généralement, elle demande moins d'énergie que la pyrolyse flash, mais elle demande plus de temps. J'ai vu que cela sur les articles, d'après les publications que j'ai lues, j'ai vu que l'HTC se fait jusqu'à 6 heures, des fois je trouve 24 heures pour carboniser un élément. Donc pour notre méthode, elle est très instantanée, elle ne dépasse pas 5 minutes pour les deux matériaux développés, pour les deux, soit les grignons d'olive ou bien les margines. Donc malgré que l'énergie demandée est importante, mais le temps est très réduit relativement à l'HTC. Mais vous avez quantifié cette énergie? Non, je n'ai pas quantifié. Mais le plus important, c'est que... Je vous dis ça. C'est que notre méthode ne génère pas assez de sous-produits relativement à l'HTC. Par exemple, l'HTC génère des gaz, des liquides, de la phase solide. Vous ne générez pas de gaz. Vous savez, entre 45 et 90% d'eau que vous devez vaporiser. L'enthalpie de vaporisation est énorme. Mais ça ne génère pas, pour notre méthode, ça ne génère pas d'huile de pyrolyse ou bien liquide. Directement du charbon propre. Oui, et de la vapeur que vous envoyez dans l'air. Parce que tous ces gaz que vous sortez, vous ne les avez pas analysés par hasard. Alors, peut-être, vous défendez votre sujet de thèse, mais peut-être il faudrait être aussi un peu critique. On est des scientifiques, il faut discuter. Et un petit calcul, peut-être vous montrerez que maintenir de l'eau à 200 degrés pendant 6 ou 8 heures, il est moins coûteux énergétiquement qu'évaporiser la même quantité d'eau en très peu de temps. Il mériterait de faire un calcul, mais je m'arrête là. Le plus important pour nous, c'est que l'HTC ne donne pas assez de qualité pour les matériaux carbone. Ah bah oui, parce que... On a obtenu des matériaux carbone avec de qualité importante, avec une capacité d'absorption importante, des surfaces spécifiques importantes qui peuvent atteindre jusqu'à 1940 m² par gramme. Donc c'est le plus important pour nous, c'est d'élargir le secteur d'utilisation de non-matériaux, de permettre de les vendre après. Je peux être d'accord avec vous que ça doit moins de surface, mais l'erreur, c'est que ce qu'on sort de la carbonisation hydrothermale, on l'appelle carbone.
mais il a seulement 50% de carbone. Ça, c'est un hydrochar, ce n'est pas un carbone. Donc après, on doit faire l'activation parce que vous, en imprégnant avec le phosphorique et en l'amenant à une température de 500 à 900, vous êtes en train d'activer aussi. Donc voilà, il mériterait la peine de faire quelques calculs d'énergie. Une auto-activation. Il s'active en même temps qu'il se carbonise. Oui, parce que l'activation chimique, c'est une activation en une étape, à différence de l'activation physique. Ok, bah, très bien. Alors, maintenant qu'on est arrivé à la fin, j'aime bien poser une question générale, philosophique, peut-être la plus compliquée. C'est une thèse. Donc, une thèse, c'est pour apporter quelque chose de nouveau à la communauté scientifique. À votre avis, quel est le plus destacable de votre thèse? Quelle est la nouveauté la plus importante de votre thèse? La nouveauté la plus importante dans ma thèse, c'est que nous avons pu carboniser des margines en les valorisant pour produire des matériaux carbonés avec d'autres capacités d'absorption. D'autre part, la méthode d'insertion in situ à éléments à effet attracteur dans les margines parce que leur état liquide la permet, on peut dissocier facilement un élément puis carbonisé dans le sens pour obtenir des matériaux avec des propriétés intéressantes et très original. C'est trouvé généralement dans nos publications qui ont été publiées dans des journaux supérieurs, dans des journaux avec des facteurs d'impact supérieurs à 11. La totalité des publications ont été publiées dans des journaux supérieurs à 11. Jusqu'à maintenant. Ah, très bien. Je n'avais pas mentionné que le fait que vous avez déjà 4 publications, c'est vraiment un résultat remarquable. Et je tiens à vous féliciter, mais aussi à féliciter votre directeur, que je crois qu'il a été pour quelque chose. Ah, bien sûr. Toujours. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup.